Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Tout simplement, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'une expérience fascinante. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, 50 km de course à pied et 2 heures de natation au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière 2 associations. Imagine Fort Margaux et Une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien. Je dois apprendre à concilier un entraînement de plus de 150 km par semaine de course à pied avec un job à temps plein et la vie de famille. Justement, ce qui m'aide à surmonter ce challenge quant à la charge physique, à une meilleure compréhension de moi-même, à une meilleure priorisation et à mieux vivre ces situations, c'est une rencontre passionnante que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Muezza, sportif passionné et préparateur mental. Et il a accepté de me préparer mentalement pour ce défi. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Le travail de préparation mentale avec Marc Muezza améliore mon quotidien, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi au niveau professionnel et surtout me permet de mieux encadrer ma famille et mes proches. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc Muezza, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu découvriras le portrait audio de ce formidable personnage qu'est Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Vas-y, tu ne le regretteras pas. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Ravi effectivement, on voit que le soleil arrive, c'est bientôt la fin de l'hiver, on va pouvoir retourner sur nos vélos et profiter de cette nouvelle saison qui nous attend. Oui, ça va être bien sympa. Moi, tu le sais et les auditeurs le savent, je suis en Occitanie depuis quelques temps et c'est vrai que là, c'est juste un grand kiff. Ça m'inquiète juste un petit peu pour la préparation de mon défi parce que je me dis quand il pleut, il faut que je sorte pour me préparer aux conditions climatiques. Mais en ce moment, j'ai du mal à prendre des grosses draches. Je ne cours que quand il fait beau. Alors, je vais pas me plaindre, mais je me dis que pour les conditions d'entraînement, il y a mieux. Bref, on n'était pas là pour parler de moi, on était surtout là pour parler d'eux. Et avec notre invité, je veux parler de Charles. Salut Charles. Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Alors Charles, on a une tradition dans ce podcast. Tu m'excuses, je suis un petit peu perturbé parce que je regarde dans la visio et je vois que le nom n'est pas Charles. Donc tu as dû emprunter un ordinateur. On nous a déjà fait le coup à chaque fois et du coup ça me perturbe. Mais justement, ça va être l'occasion pour toi de te présenter. La tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes, elles sont dédiées à notre invité. Donc dis-nous tout. Qui est Charles Galland? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment est-ce que tu as découvert le sport? On viendra sur des questions un peu plus touchy après. Écoutez, déjà, merci à tous les deux de m'avoir invité sur Devenir triathlète. C'est vraiment sympa de pouvoir échanger avec vous. Ça fait longtemps que je vous écoute et donc c'est marrant d'être de l'autre côté. Donc moi j'ai attention la pression. Tu as la pression là, Charles. Attention. Effectivement, donc j'ai toujours voulu faire du triathlon et j'ai pris un peu de temps avant de m'y mettre vraiment. Au début, c'était un rêve. C'est une vidéo sur le Norseman en Norvège qui m'a totalement impressionné et je me suis dit qu'un jour il faudrait que je fasse ce genre de course, soit celle-ci, soit une autre, donc du label Ironman par exemple. Et je voulais vraiment faire quelque chose de très long dès le début. Et puis avant de vraiment passer à l'acte, j'ai fait des études qui m'ont pris du temps, de l'énergie. Et voilà. Et je me suis sérieusement mis au triathlon, on va dire à 23 ans.
avec mon rêve de gosse qui était de terminer un Ironman. Je me suis inscrit en 2018 à un Ironman pour l'année d'après, l'Ironman de Nice. Et voilà, en 10 mois, je me suis préparé en partant vraiment de zéro et je savais pas du tout où est-ce que je mettais les pieds. Et puis au fur et à mesure, il s'est passé plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je consacre toute ma vie au triathlon. Donc voilà, il y a quelques étapes entre les deux, mais voilà un petit peu qui est Charles Galland, on va dire. Bon, attends, bouge pas, on va revenir justement sur les étapes. Déjà, tu nous dis que t'avais un rêve de gosse de te mettre au triathlon en voyant le Norseman. Bon, alors ceux qui nous écoutent assidûment et qui connaissent le Norseman savent que ce n'est pas un triathlon comme les autres. Donc on reviendra peut-être un petit peu là-dessus. On a déjà eu des invités qui ont participé au Norseman et qui nous en ont parlé. Mais comment est-ce que, en regardant un docu sur Norseman, ça te donne envie de faire du triathlon? Tu faisais quoi avant comme sport? Alors avant, je faisais du hockey sur gazon. J'ai fait du hockey sur gazon quand j'étais tout petit dans le Nord. J'habitais à côté de Lille. Et en fin de compte, à partir de 15-16 ans, j'ai plus pu en faire parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et puis c'est pile à cette période-là que j'ai découvert en fait cette vidéo sur le Norseman. Je me suis renseigné beaucoup de manière très théorique sans vraiment tu l'as compris, passer vraiment de l'autre côté et faire du triathlon. Je me suis beaucoup renseigné sur le triathlon, sur l'Ironman. Je trouvais que l'histoire de Ironman, de comment ça a été créé à Hawaï, etc., c'était quand même assez fou. Et je trouvais ça incroyable qu'il y avait autant de personnes qui en fassent déjà il y a 10-15 ans. Donc aujourd'hui, ça a tellement pris une ampleur de dingue que voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est sûr que le triathlon, ça a été quelque chose de très important dans ma vie, dans le sens où ça m'a beaucoup motivé, même dans mes études. Je me suis toujours dit, allez, à la fin de mes études, je me fais un Ironman, etc. Et puis finalement, ça arrivait pendant mes études, du coup. Et en fin de compte, ce que je devais faire après mes études, c'est-à-dire travailler en finance, c'est totalement tombé à l'eau, on va dire, ou au contraire, j'ai décidé de refuser un CDI, etc. pour me lancer à fond dans le triathlon. Voilà. On va revenir dessus, mais et tu disais j'étais inspiré par le Norseman, t'avais quel âge à l'époque? Alors j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Et c'était pas un truc de famille, je veux dire, t'as découvert ça comment par hasard, t'as vu une vidéo un jour Vraiment, je sais même pas, je crois que j'ai été ciblé sur YouTube alors que j'avais jamais regardé de vidéo de triathlon de ma vie. Je suis tombé dessus et j'ai montré à un ou deux potes qui se sont mis au triathlon aussi après d'ailleurs. Et voilà. Et c'est une vidéo que je regarde régulièrement en fait. C'est un intérieur sport en fait sur le Norseman et je trouve qu'il est super bien fait. Avec le côté émotion et tout qui ressort vachement, le côté difficulté évidemment, et puis évidemment la fierté à la fin de terminer quoi. Et c'est ce moment-là, le moment où j'aurais fini un Ironman auquel je pensais pendant toutes ces années quoi. Et parce que tu te disais, parce qu'à l'époque tu faisais du hockey sur gazon, oui. C'est quand même assez éloigné, tu faisais pas de course à pied, tu faisais pas de vélo, tu faisais pas de natation? J'aimais bien courir, mais vraiment pas dans un cadre de course. Je faisais quasiment pas de course. Et je savais que quand je courais 10, 15, 20 minutes et j'adorais ça. Oui, c'est ça, c'est l'échauffement avant ton entraînement de hockey, quoi. Oui, plus quelques petits footings, mais dans l'ensemble, c'était très tourné autour du hockey, ouais. Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu parler de la distance Ironman, ouais. Je devais courir peut-être un petit peu, faire un petit peu de vélo, mais tu vois, comme le commun des mortels. Et je me souviens, j'étais quand même assez jeune et je me suis dit, je me suis pas dit, ah ouais, ça, je le ferai un jour, quoi. Tu vois, je me suis dit, waouh, ça a l'air tellement inatteignable, ça a l'air tellement dingue, mais je me suis pas dit ça, je suis certain de le faire un jour, tu vois, je le voyais plus comme un truc un peu impossible, tu vois, de me dire, je pourrais peut-être faire à la limite les 180 à vélo un jour, tu vois, mais ouais. Ça me paraissait, tu vois, envisageable, mais me dire j'allais faire les 3 et tout, je trouvais ça assez dingue, quoi. Ah oui, non mais je suis d'accord. Et puis lorsque j'ai regardé la vidéo la première fois, je me suis pas dit voilà, c'est très bien, dans quelques années je serai finisher. Ça c'est sûr. Tu t'es pas dit d'emblée c'est possible, quoi. Je me suis dit c'est possible. Par contre, je me projetais pas en tant que finisher tout de suite, quoi. Je me suis dit c'est sûr qu'il faut beaucoup d'entraînement et tout. Je crois que le reportage était très bien fait et que ils expliquaient que ça demandait beaucoup d'heures d'entraînement et tout, que c'était pas juste, on va dire, du talent ou tu vois, que c'était pas mal de mérite et de travail derrière, quoi. Et moi je suis quelqu'un comme ça d'assez besogneux
Dans mes études, c'était comme ça. Et c'est pareil lorsque je crée ma boîte là, et c'est pareil dans le triathlon, dans le sport. Attends, juste pour taquiner, tu nous as quand même dit que tu faisais beaucoup de hockey sur gazon près de Lille. De septembre à avril à Lille, c'est plus du hockey sur gazon qu'on fait, c'est du hockey sur glace, non? Ah ouais, c'est vrai que ça fait. Enfin, en plus, je sais pas si vous avez déjà tenu une crosse et joué un petit peu au hockey sur gazon, parce que, enfin, je pense que non, d'ailleurs, parce que quasiment personne l'a fait dans sa vie. Mais non mais attention, parce que le hockey sur gazon, effectivement, en France, c'est pas très populaire. Mais sache qu'en Belgique, et d'ailleurs, oui. on a une bonne équipe en Belgique, parce que moi, je suis belge pour le coup. C'est hyper populaire, hein, le hockey sur gazon. Alors bon, peut-être pas autant que le foot, mais pas loin. Je veux dire, il y a énormément de gens qui jouent au hockey, quoi. Mon frère a fait une dizaine d'années de hockey. Bon, moi, j'ai pas fait ça parce que, étonnamment, moi, quand j'étais petit, j'aimais pas courir. Ah. Donc, moi, j'étais très bien sur mon vélo. J'adorais ça. J'étais tout le temps sur mon vélo, mais je n'aimais pas courir. Pour moi, c'était horrible de courir. Et donc, j'avais essayé le hockey sur gazon. Je crois que je devais avoir 6 ans. Ah. Et donc, j'ai fait un entraînement. Et puis, j'ai dit à ma maman, non, mais en fait, j'aime pas parce qu'il faut courir. Non, j'aime pas. Pas mon truc, tu vois. Donc, bon, comme quoi, les choses peuvent changer. Olivier, il était à 2 doigts de nous réinventer le hockey sur gazon, mais en vélo, tu sais, un peu comme le polo. Mais non, mais au-delà de la blague, en fait, je mettais aussi ça en avant parce que, comme on a reçu d'anciens footballeurs, d'anciens basketteurs, d'anciens handballeurs, d'anciennes handballeuses, toujours tout au féminin. Est-ce que tu crois que le hockey sur gazon t'a aussi beaucoup apporté dans ta future pratique du triathlon? Alors, c'est un peu décousu, mais l'idée c'est justement de savoir est-ce que ta pratique précédente, ta pratique ancienne, ces exercices de course. Alors on imagine bien que le hockey sur gazon, c'est un peu comme le foot, c'est un peu comme les jeux comme les sports collectifs. En fait, c'est beaucoup de relance, donc beaucoup de fractionnés, beaucoup de haute intensité. Est-ce que tu penses qu'après ça t'a aidé dans ta pratique du triathlon, sur laquelle on va revenir dans la suite de cet épisode? C'est une très bonne question. J'ai jamais fait le lien. Je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Je pense que c'est quand même très très différent parce que là tu cours derrière une balle, t'es avec des coéquipiers. Il y a une stratégie d'équipe qu'on n'a pas lorsqu'on fait un triathlon comme Ironman. C'est des entraînements effectivement beaucoup de fractionnés. Alors je pense que quand même c'est très différent et je pense que j'ai voulu vraiment changer. J'adorais le sport, j'étais quelqu'un d'assez sportif, mais voilà, on va dire que vraiment, je voulais chercher vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai souvent été comme ça quand j'étais jeune, je voulais découvrir de nouvelles choses, etc. Et puis, jusqu'à ce que je tombe sur le triathlon. Et là, je me suis mis sur ces 3 disciplines. C'est aussi l'avantage du triathlon. C'est que ça, voilà, tu peux pas trop t'embêter parce que, tu peux te faire une séance de natation un jour, une séance de vélo le lendemain, etc., quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le triathlon et à partir du moment où j'ai commencé à en faire, maintenant je ne fais que ça, quoi. Ouais, je pense que tu prêches des convertis autour de cette table et même autour de ces écouteurs. Pour revenir sur tes études, parce que tu parles pas mal de tes études, pardon. On peut faire juste un rapide passage sur tes années d'études. Qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que ça t'a apporté ou au contraire, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans la voie qui était toute tracée pour toi après les études et que tu t'es lancé plutôt dans une tentative de carrière dans le triathlon? Alors, donc j'ai fait, donc j'habitais Lille quand j'étais petit. Ensuite j'ai déménagé à Paris, donc j'ai été dans un bon lycée. Donc il fallait beaucoup travailler dès 14, 15, 16 ans, au moment où j'ai découvert justement l'Ironman, tout ça. Et ensuite j'ai fait une classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce. Voilà. Après 3 ans, j'ai intégré une école qui s'appelle l'ESCP, qui est une école de commerce à Paris. Et en fin de compte, surtout les 3 années de prépa, c'était des années où t'apprends à travailler beaucoup sur plein de sujets différents et t'apprends à être rigoureux, à être performant, en fait, on va dire intellectuellement entre guillemets. Et voilà. Et ensuite t'as l'aspect compétition parce qu'à la fin c'est un concours et c'est pas un examen comme le bac où t'as une note et puis c'est tout. Là t'as vraiment un concours avec un classement, donc tu te bats un peu contre les autres. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément en moi et donc ça m'a beaucoup appris justement cet aspect compétition et concurrence contre les autres. Et ensuite je suis rentré en école de commerce. Donc là, comme je disais tout à l'heure,
j'ai fait 2 ans, j'ai fait la fête pendant 2 ans, et donc j'ai mis mon projet de Ironman et de triathlon un peu entre parenthèses. En tout cas, je l'ai décalé. Et vraiment du jour au lendemain, au bout de 2 ans, je me suis dit tiens, c'est super dommage, ça fait quand même 2 ans que je fais beaucoup moins de sport, alors que justement ce qui me motivait dans mes études, et en particulier en prépa, c'était de un jour faire cet Ironman. Et voilà. Et donc finalement, alors du coup, je me suis mis au triathlon. Donc déjà, mes études m'ont beaucoup aidé enfin, sur 2 aspects. Déjà, en tant que triathlète, ça m'a permis d'être très rigoureux, très besogneux, comme je disais. J'ai pas une VMA de base très rapide, etc., très élevée. Et donc du coup, j'ai dû beaucoup travailler ça de manière rigoureuse. Et voilà, donc je suis pas particulièrement rapide. Par contre, le long m'a vite attiré parce que j'aime bien ça. Et j'aime bien l'endurance, etc. Et ensuite, sur le deuxième aspect sur lequel ça m'a beaucoup appris, c'est sur, du coup, on reviendra sans doute tout à l'heure, mais maintenant j'organise des courses de triathlon, et sur un concept qui est très compliqué, très complexe à mettre en place, surtout qu'on est les premiers à le faire. Et donc du coup, il a fallu vraiment partir d'une feuille blanche. Et en fin de compte, je m'en suis rendu compte en l'organisant que mes études m'avaient beaucoup aidé, et que c'était vraiment un point fort que j'avais travaillé pendant toutes ces années. Et voilà, donc effectivement, je suis pas du tout parti dans la voie classique. Je regarde si les 20-25 personnes qui m'entouraient, mes meilleurs potes en école, il y en a aucun qui a créé sa boîte, il y en a aucun qui est parti dans d'autres métiers que en gros le conseil en stratégie pour les entreprises ou en finance d'entreprise, quoi. Bon, si ça peut te rassurer, j'ai la fille d'amis qui en fait était une camarade de classe de mon fils au lycée, Ouais. qui est une alumni de l'ESCP Paris aussi, et qui n'est pas dans le conseil, qui a monté une boîte de mode. Ah, génial. Okay. Voilà. Tu n'es donc pas le seul à dévier du chemin. Ok, bah génial, sympa. Tu me la présenteras. Ouais, je vous mettrai en relation. Ne serait-ce que pour lui partager ton épisode, il faut bien quand même que les alumni s'entraident entre eux, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est important. Ouais. Bon, donc tu nous dis, voilà, tu finis tes études, et puis au lieu de te lancer dans une vie active professionnelle, tu te lances plutôt dans un autre type de vie active. Comment est-ce que justement tu t'es dit, ok, maintenant les études c'est terminé. Maintenant, je veux aller au bout de cet objectif que j'avais découvert, auquel j'avais été initié, piqué un peu comme un virus il y a quelques années quand j'étais ado. En fin de compte, je finissais mes études l'été 2021 et donc j'ai fait donc l'été 2019 l'Ironman de Nice, qui s'est très bien passé. C'était l'année de la canicule, en plus c'était parfait. et ensuite, au bout de quelques semaines après, donc j'étais très content. Pour être tout à fait honnête, j'étais très fier de ce que j'avais fait. Et puis, au bout d'un mois et demi, je me suis dit tiens, il me reste encore 2 ans d'études. Est-ce que j'irais pas chercher un autre défi encore plus extrême dans l'endurance? Et le triathlon, j'aime ça, donc dans le milieu de l'ultra triathlon. Et en fin de compte, quelqu'un m'a parlé de l'enduroman, qui est donc un triathlon qui va de Londres à Paris, pour ceux qui connaissent pas, avec notamment la traversée de la Manche à la nage entre la course à pied et le vélo, donc l'ordre est un peu inversé. Et je me suis préparé vraiment à fond pour ça. Et donc cette tentative, du coup, je devais la faire l'été 2020. Sauf que tu parlais de virus tout à l'heure, il y a le Covid qui est passé par là. Et du coup, ma tentative a été annulée, comme toutes les tentatives des personnes qui devaient le tenter cette année-là. Et finalement, je me suis retrouvé à 2 mois du coup de ma tentative espérée de l'enduroman, à devoir trouver un autre challenge, parce que ça faisait quand même 1 an que je m'entraînais comme un dingue, que j'avais mis pas mal de choses entre parenthèses dans ma vie perso, etc. Et puis, je me suis dit, avec mon coach, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de nouveau, en fait? Notamment parce que j'avais quand même des sponsors derrière moi qui m'avaient aidé, parce que l'enduroman, ça coûte un peu cher, forcément. Et donc, du coup, je me suis dit, il faudrait essayer de trouver quelque chose que les sponsors veuillent bien financer, et que qu'il soit quand même assez extrême, parce que l'air de rien, je me suis entraîné à faire du long, et donc voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé le défi de faire le plus long triathlon possible en 24 heures. Donc ça, c'était en juin 2020. Ça s'est très bien passé, organisation très informelle et amateur, parce que c'était mes potes, etc., qui s'occupaient de toute l'organisation autour. Attends, et si on revient quand même, parce que on peut quand même revenir sur la date, juin 2020, ouais. On était en pleine période Covid. Ouais.
t'as organisé un événement, mais t'étais tout seul, mais t'avais quand même des gens qui étaient là pour t'aider. Enfin, comment ça s'est passé? Exactement. En fait, on va dire le 15 mai, je me suis dit, allez, il faut que je trouve autre chose à faire. On était vraiment au lendemain on venait de ressortir de la première vague. Et je me suis dit, allez, il faut organiser quelque chose. Donc, vite, cette idée de triathlon de 24 heures s'est mise en place. Et voilà. Et donc, j'étais confiné sur l'île de Ré. C'est là où je passe la plupart partie de mon temps aujourd'hui. Et voilà. Et donc, en fin de compte, j'ai quelques amis qui m'entouraient beaucoup dans l'organisation de l'Enduroman. Tu dois être accompagné, notamment sur le bateau et tout pendant la traversée de la Manche. Et donc, du coup, ça faisait presque un an que, avec mes potes, on était prêts et eux, ils étaient pas du tout pratiquants pour le coup de triathlon. Et en fin de compte, ils connaissaient exactement mon orga, ce dont j'avais besoin en termes de nutrition, etc. Et donc voilà, il y a un prestataire de chronométrage qui nous a aidé à chronométrer ça de manière un peu officielle. Et puis après, voilà, c'était parti. J'avais un pote qui faisait ses études de kiné qui m'a massé 3-4 fois pendant les 24 heures. J'avais donc 2 potes qui s'occupaient du chronométrage qui se relayaient. J'avais 2 amis aussi qui s'occupaient de la partie ravito, etc. Et voilà. Et donc du coup, c'était très sympa. C'était un moment vraiment dingue passé ensemble. Voilà. Et donc ça, c'était la première étape de mon petit périple dans le triathlon. Bon, après, l'Ironman de Nice, quand même. Alors, rappelons-le, pour les puristes, en 2019, c'était pas un Ironman. Les distances ont été raccourcies parce que le gouvernement français avait peur que vous ayez un peu trop chaud. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, j'étais peut-être aussi un petit peu sur ma faim, du coup. Même si c'était très dur et qu'on avait un taux d'abandon très important. J'étais un petit peu sur ma faim parce que j'avais ma médaille d'Ironman, mais techniquement, j'avais pas fait les distances Ironman. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être que je voulais partir sur autre chose derrière. T'as la médaille, mais t'as pas fait tout à fait l'Ironman, alors tu te lances dans un 24 heures. Ouais, bon, après l'étape enduro, d'ailleurs, en parlant d'enduro, on a eu quelques personnes qui ont fait cet enduro. Est-ce que c'est des gens qui t'ont aidé, accompagné, des gens avec qui t'as échangé, justement, pour ta tentative, du coup, qui a été avortée? Ouais. Ou t'étais vraiment en mode tout seul dans ton coin à essayer de faire ton truc? Non, concrètement, en fait, là, au-delà de la distance et de la difficulté de l'épreuve, il y a énormément de choses à préparer. Donc, rien que sur la partie financière, c'est quand même des montants assez importants à aller chercher. Et ensuite, sur la prépa, il y a une préparation mentale qui est très importante, qui est au moins aussi importante que la préparation physique, parce que l'air de rien, nager en fait, en moyenne, les finishers de l'enduroman nagent 17 heures la traversée de la Manche. 17 heures, c'est énorme, quoi. C'est plus, en plus, tu pars le soir, donc tu nages toute la nuit et ensuite il te reste encore quasiment toute une journée. Ouais, et 17 heures, c'est si tout se passe bien, parce que oui. On en connaît qu'on fait entre 30 et 60 heures. C'est ça. C'est 17 heures pour les finishers, et sachant que t'as plus d'une personne sur 2 qui n'y arrive pas, donc, sachant qu'avant pour pouvoir le faire et tout, il y a quand même des tests, etc., et peut pas s'inscrire qui veut, au-delà de l'aspect financier où c'est compliqué, voilà, il y a des tests et tout. Et donc voilà. Et oui, il y avait aussi Perrine Fage d'ailleurs, je suis en train d'y penser, qui était venu. Et voilà. Et donc oui, effectivement, pour répondre à ta question, il y avait Cyril Blanchard, c'était mon entraîneur justement, qui s'occupait vraiment de la partie justement préparation mentale, qui m'a vachement bien accompagné là-dessus. Et puis voilà, j'avais échangé avec quelques finishers, soit par message, soit en s'appelant. Et puis surtout, j'étais très proche des autres personnes de ma promo, on va dire, qui devaient le faire en 2020, notamment Lionel Jourdan, qui est finalement la seule personne qui a pu le faire parce qu'il l'a fait à la fin de l'été. Donc il y a quand même une personne sur les 12 qui a pu le faire, c'était lui. Et d'ailleurs, il a battu le record. Et qui a détenu le record. Exactement. Et qui est maintenant un très bon ami. Et d'ailleurs, c'est lui qui a le record sur le T24, du coup, la course que j'organise aujourd'hui. Et là, il revient encore cette année pour son 4e T24 en individuel. Et voilà, donc ça crée aussi des bonnes relations. Il y a aussi quelqu'un que Lionel a rencontré sur notre course à Bormes-les-Mimosas, une fille donc qui l'a fait, qui s'appelle Annabelle Pagano, et qui l'a fait en individuel aussi, du coup, le T24 de Bormes-les-Mimosas. Ils se sont rencontrés là, et maintenant Lionel est le coach de Annabelle, donc c'est assez sympa. C'est un petit monde. Voilà, exactement. Je te posais la question justement pour savoir dans l'organisation de ton triathlon de 24 heures. Donc on l'aura bien compris, le premier tu l'as fait tout seul. T'étais le seul sur le parcours, mais t'étais accompagné par tes copains de promo, par tes copains qui avaient prévu de t'accompagner lors
de cet enduro. Est-ce que après quand tu t'es décidé à lancer cette épreuve de manière plus globale, ouverte à d'autres triathlètes, est-ce que justement ces échanges que tu as pu avoir, décidément aujourd'hui c'est difficile, est-ce que ces échanges que tu as pu avoir avec d'autres concurrents de l'enduroman, ça t'a permis justement de faire connaître ton triathlon et de faire en sorte que tu aies plus de participants qui viennent, qui s'inscrivent et qui tentent le coup du triathlon de 24 heures. Oui, tout à fait. Effectivement, ça a eu un impact, il y a eu un impact très positif là-dessus. Je dirais sur la niche des personnes qui le font en individuel. On a, là, j'ai regardé, j'ai fait des petites statistiques sur 2022, sur les 1500 participants à un T24, il y en a un tout petit peu moins de 100, je crois que c'est 99, qui l'ont fait tout seul. Et ensuite, tout le reste, c'est des gens qui l'ont fait en relais. Donc c'est jusqu'à 6 personnes par équipe. Donc voilà, c'est vraiment une autre population qu'on cible pas forcément à travers donc de Lionel, etc. Mais voilà, par contre, je dirais que tout ça, en fait, ça s'est fait de manière tellement naturelle que au début, je me suis pas dit. D'ailleurs, au début, je devais juste faire cette course pour les individuels. C'est au fur et à mesure de l'organisation, on s'est rendu compte que c'était assez complexe à mettre en place. On s'est dit tiens. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça au relais, on aurait un peu plus de monde? Et en fait, on a 20 fois plus de relayeurs que de personnes qui le font tout seul, quoi. Au final, on n'est même pas encore à l'été 2023. Tu nous as dit qu'il y a déjà eu 4 éditions, plus celle que toi tu as faite en individuel. Comment est-ce qu'on en vient de la satisfaction à l'avoir fait tout seul, toi comme un grand, en individuel, en autonomie, à justement créer une épreuve? Alors on connaît tous l'histoire d'Ironman, on connaît tous l'histoire de Thilo, on a parlé de ces franchises à de nombreuses reprises sur le podcast, mais comment justement est-ce que toi, tu t'es dit, une fois que tu as passé la ligne de ton premier triathlon de 24 heures, eh bien je vais en faire une série d'épreuves et puis on va lancer le T24? Ah non, pas du tout, ça s'est pas du tout fait comme ça en fait, parce que vraiment, je voulais le faire pour mes amis. Il y en avait un enfin, il y avait pour Lionel déjà, donc Lionel Jourdan, pour des amis qui m'avaient dit, si tu le termines vraiment, moi je le fais l'année prochaine, etc. Donc l'idée avait germé, mais plus sous forme de blague qu'autre chose. Et puis après, on a eu quelques articles dans la presse locale, et donc je me suis dit, tiens, en fait, quelque part, ça peut intéresser un peu les gens. On peut peut-être faire une course, surtout que donc moi j'ai fait ça du coup sur l'île de Ré, ma tentative à moi, et en fin de compte on avait aucun triathlon en fait sur l'île de Ré. Il y a un swimrun qui a été créé l'année avant nous, donc en 2020, mais sinon il y a pas de triathlon quoi. Et pourtant l'endroit s'y prête vachement, c'est hyper nature, c'est hyper beau, puis c'est assez accessible aussi. Donc voilà. Et donc moi mon objectif c'était pas du tout de créer un label, tout ça. D'ailleurs c'était même pas d'en faire mon métier. Au début, je voulais juste organiser une course, comme j'adore organiser les anniversaires de mes amis, etc. J'aime bien organiser, et donc du coup, je me suis dit, allez, ça peut être sympa, on va organiser cette course, on va faire ça de manière un peu informelle, sans trop se prendre la tête, etc. Et puis, au fur et à mesure que ça a pris un peu d'ampleur, qu'on a ouvert au relais, qu'on a commencé à avoir du monde, on a voulu bien faire les choses, et donc du coup, on a finalement, créé un label qui s'appelle T24, Extreme Triathlon. Et voilà. Mais au début, lorsqu'on a commencé à lancer les inscriptions, ça s'appelait même pas T24. Ça s'appelait, je crois que ça s'appelait les 24 heures de Ré. Et on a été retoqué par les 24 heures du Mans, etc. Donc on a dû changer. Et finalement, on a bien fait de changer parce que T24, maintenant, on peut le mettre un peu partout, quoi. Et voilà. Ça s'est plutôt fait de manière naturelle que voulu au début, quoi. Et d'ailleurs, je devais juste faire ce projet de manière parallèle à mes études et ensuite parallèle potentiellement à mon boulot derrière, et puis finalement voilà la suite quoi. Est-ce que l'organisation de ces triathlons, éventuellement la création de la structure qui va avec, c'était aussi ton stage de fin d'études pour tes études, ou non, c'était même pas la bonne excuse de te dire allez, je fais ça en même temps que mes études? Alors t'as bien senti le truc quand même, parce que j'ai organisé cette édition lorsque j'étais en cours toute l'année. Bon, après on était en école de commerce, donc on n'a pas forcément beaucoup de boulot en dehors des horaires de cours. Donc du coup, ça se faisait tout à fait. Par contre, j'ai quand même fait mon mémoire de fin d'études sur le T24.
Et ça m'aidait parce que c'était quelque chose que je voulais faire de toute façon, savoir un petit peu la viabilité et tout du projet, c'était sur ça que ça portait mon mémoire. Et plutôt que quelque chose d'écrit, de très théorique sur un secteur plutôt classique. Et là-dessus, le SCP a été très sympa, c'est ils m'ont laissé faire du coup un mémoire qui normalement c'est quelque chose qui prend vachement de temps. Et j'en avais pas forcément du coup à partir du moment où la chose a commencé à prendre de l'ampleur. Et donc ça m'arrangeait très bien. Et voilà, donc j'ai quand même profité un petit peu de ça, ouais. Bon alors, on en a quand même pas mal parlé. Malgré tout, on n'a pas défini ce que c'était que le T24 ou le triathlon de 24 heures, voire même la toute première édition où t'étais tout seul. Donc qu'est-ce que t'as fait en fait? T'as fait des triathlons courte distance que t'as enchaîné pendant 24 heures, ou t'as fait des Ironman que t'as enchaîné pendant 24 heures? C'est quoi le concept du triathlon de 24 heures? Bah déjà dans le concept, on inverse un peu, on va dire le concept classique du triathlon. C'est-à-dire que sur Ironman ou sur toutes les distances de XS à XXL qu'on connaît, on a, et même d'ailleurs les doubles, triples, Ironman, etc., on a une distance à faire en le moins de temps possible. Bah là, on a essayé d'inverser un peu le concept. C'est pour ça que je voulais quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu novateur qui avait jamais été fait, je trouvais ça sympa. Donc on prend un temps donné, qui est de 24 heures, et on essaie de faire la plus longue distance possible. Et ça, ces 24 heures, elles sont réparties en 3, avec 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. Donc au début, moi je préférais la natation finalement lorsque je m'étais préparé pour l'enduroman. Donc j'avais même fait 5 heures et ensuite 12 heures, 7 heures. Et finalement on est reparti sur 4, 12, 8. Puis c'est plus simple à retenir et voilà. Donc 4, 12, 8, bon, faut quand même les tenir. Donc globalement, tu nages pendant 4 heures, après tu roules pendant 12 heures et pour finir, une petite course de 8 heures. Comment ça se passe entre chaque, à l'intérieur de chaque épreuve et notamment sur la partie natation? Est-ce que tu fais des boucles? Est-ce que tu nages le plus loin possible dans la mer, dans l'océan, dans ta piscine et puis tu reviens quand t'en as envie? Enfin, comment est-ce que concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Parce que on prend par exemple les 24 heures de course à pied, bah, c'est souvent une boucle d'1 kilomètre, 1,5 km et puis on fait les hamsters. Sur des multiples d'Ironman, ça se passe aussi très souvent sur des boucles relativement courtes. Là, sur le 24 heures, sur ton T24, comment est-ce que tu as imaginé et comment est-ce que c'est devenu maintenant? En fin de compte, ça s'est fait de manière très naturelle. En fait, on a vraiment regardé à l'île de Ré comment est-ce qu'on pouvait organiser une course comme ça. Et on avait des parcours qui étaient un peu tout faits en passant par les marais salants, etc., par la plage. Voilà, c'est pas que du bitume. Et donc du coup, ça s'est vraiment fait naturellement. On a fait ces boucles-là. Pareil pour le vélo, on avait les autorisations de 2 communes, donc on était sur ces 2 communes tout au bout de l'île de Ré. Et puis pour la natation, pour en fin de compte faire plaisir un peu à tout le monde, parce qu'on a aussi des relais, et dans les relais, notamment les relais par 6, on a beaucoup de novices. Donc on s'est dit 1000 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc on reste sur voilà, et donc on reste sur 1000 mètres de natation. Et donc finalement, cette première édition, c'était une édition test. On n'avait pas du tout réfléchi à qu'est-ce qui va marcher le plus, qu'est-ce qui va être le plus pratique à organiser, qu'est-ce que les gens veulent faire. On s'était dit, voilà, là, avec notre terrain de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un truc un peu sympa, quoi. Et puis finalement, ça s'est très bien passé comme ça. On a ajusté un petit peu, on a agrandi un petit peu le parcours vélo, mais dans l'ensemble, on a à peu près à chaque fois la même chose sur tous nos T24 maintenant, que ce soit à l'île de Ré ou ailleurs. On a une boucle de 1 km de natation qu'il faut faire le plus de fois possible pendant 4 heures. Donc tout seul ou en relais, évidemment. Et ensuite, pareil pour le vélo. Cette fois, on a une boucle qui fait entre 15 et 25 km en fonction des lieux. Et pour la course à pied, on a une boucle qui fait entre 5,5 et 6,5. Voilà. Et donc, la seule règle qu'on impose à nos participants, notamment aux relayeurs et notamment aux novices, c'est de faire au moins une boucle de chaque discipline. Donc là, les 3 distances que je viens de te donner, c'est le minimum que chacun fera réparti sur 24 heures. Donc tu vois, c'est déjà beaucoup plus accessible que les quelques fous comme Lionel qui font je sais plus combien de centaines de kilomètres sur 24 heures. Autant pour le vélo et la course à pied, c'est assez simple avec les GPS, avec les montres cardio-fréquence-mètre avec GPS, le calcul et enfin t'as pas véritablement besoin de calculer, de compter. T'as des appareils qui le font pour toi. Sur la partie natation, c'est peut-être un petit peu plus aléatoire. Comment est-ce que vous organisez le contrôle de la mesure des distances ou le contrôle du nombre de tours de 1000 mètres qui sont effectués? Est-ce que tu as un bénévole derrière chaque nageuse ou nageur? Alors non, en fait, effectivement, les participants ont des puces chronométriques
Et en fin de compte, ils sont chronométrés, alors c'est pas sous forme de GPS, c'est plus, il y a des tapis en fait de chronométrage sur lesquels ils passent. C'est la plupart des triathlons, ça fonctionne comme ça. Et ce tapis, c'est un peu compliqué de le mettre effectivement dans l'eau. Donc du coup, on a décidé de faire une sortie à l'australienne, juste parce que c'était très pratique. Et en fait, dès la première édition, il y avait une ambiance de dingue sur la plage autour de cette sortie à l'australienne. Donc les individuels, en fait, ils sortent aussi tout le temps. Donc pendant 4 heures, ils nagent, mais en fait, tous les 1000 mètres ou un petit peu moins, ils sortent de l'eau, ils bipent, ils prennent un petit ravito et ils repartent. Et pour les relayeurs, eux, ils le font à fond. Et au bout de 1000 mètres, ils sortent de l'eau, pareil, ils bipent. Et là, ils transmettent leur relais. Et le deuxième relayeur fait de même, etc. Okay, ouais, au niveau de l'orgasme, c'est pas mal, hein, ça a l'air sympa, effectivement. Je pense que vous avez dû bien vous creuser la tête, mais ça devait être assez sympa. Et j'imagine que pour le vélo et la course à pied, c'est le même concept. Ou alors, déjà la puce et puis après les chouchous. Non, vous avez pensé aux chouchous parce que quand tu cours pendant 8 heures, à mon avis, à la fin, tu finis avec non pas des bras et des trifonctions, mais avec des chouchous partout sur les bras, non? C'est une sorte de chouchou, c'est ça, une sorte de bracelet en silicone que les participants se transmettent de relayeur en relayeur. Donc ça c'est pour les relais et puis les individuels ils ont juste leur puce chronométrique quoi. Donc tu nous parlais de ce T24 à l'île de Ré qui est l'historique et puis de Bormes-les-Mimosas et puis ailleurs. Là vous avez combien d'éditions et quels sont les plans pour le futur? Alors là aujourd'hui on a 3 courses qu'on a organisées en 2022. On repart exactement sur les mêmes 3 courses en 2023 et on échange avec des mairies notamment à la montagne pour organiser un 4e voire un 5e T24 l'année prochaine. Donc on a effectivement on a l'île de Ré qu'on a organisé à partir de 2021, donc chaque année au mois de juin. On a le Touquet qui est dans le nord, donc pas très loin de chez toi Olivier. Et d'ailleurs on a pas mal de Belges qui participent. Et donc ça c'est en septembre et ensuite Bormes-les-Mimosas dans le Var. Ça c'est en octobre. Et donc voilà, donc de Touquet et Bormes on a organisé les 2 premières éditions là en septembre-octobre. D'ailleurs, je vais pas vous cacher, c'était assez chaud à organiser. À 3 semaines d'intervalle, 2 premières éditions de 24 heures, c'était vraiment chaud, mais c'était passionnant. Et voilà. Et donc là, cette année, on repart sur ces 3 mêmes courses, à quasiment aux mêmes dates. Et tu l'as dit, vous réfléchissez à des éditions de montagne. Donc l'idée, ça va être de pimenter un peu les choses, de faire attention, je mets des gros guillemets, du embrun-like, mais sur du T24. C'est ça. Et en fait, c'était pas l'objectif au début. Mais Bormes-les-Mimosas, c'est déjà un peu comme ça parce qu'il y a ça monte quand même pas mal. On a 200 mètres de dénivelé positif sur une boucle qui fait 18 km. Donc au bout de 12 heures de vélo, surtout de nuit, parce que le vélo c'est surtout de nuit, c'est assez long quoi. D'ailleurs on a eu un triathlète, nouveau triathlète et qui avant faisait du cyclisme de manière professionnelle, c'est Anthony Roux, qui a participé à la course. Qui était champion de France de cyclisme 2018 et qui habite en fait à Bormes-les-Mimosas. Et donc il a participé, c'était son premier triathlon en tant que jeune retraité de cyclisme. Et lui, il habite à Bormes, donc il connaissait le chemin par cœur, le tracé par cœur. Et il a fait 404 km en 12 heures avec, du coup, je sais plus, c'est quelque chose comme 7 ou 8000 mètres de dénivelé positif. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Truc de dingue. Ouais. Et qu'est-ce qui en est ressorti une fois qu'il a passé la ligne? Il t'a dit non mais sérieux ton triathlon plus jamais, ou au contraire il s'est bien éclaté? Les deux. Les deux, il s'est dit plus jamais, mais il s'est dit aussi, qu'il s'était bien éclaté. Et d'ailleurs, il y a eu une belle bataille pour la première place avec Lionel Jourdan justement. C'était une bataille qu'on attendait déjà en amont et finalement c'était beaucoup plus serré qu'on le pensait. On pensait que Lionel allait gagner de loin parce qu'il connaissait le concept. C'était déjà son 3e T24 et en fait Lionel a fait une course parfaite et Anthony a été impressionnant. Et il a été impressionnant surtout sur le vélo en fait. Et voilà, sur le vélo c'est un peu moins rémunérateur. En fait parce que il y a quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est que c'est un nombre de points qui nous permet d'être classé. Et donc on a un barème de points en fonction de la difficulté et du temps que ça prend de faire 1 kilomètre dans chacune des 3 disciplines. Et donc voilà, donc c'était très serré entre Anthony et entre Lionel, et ça s'est joué au dernier tour. Et les 30 derniers kilomètres, Lionel il les fait à 13 km/h, sachant qu'il s'était pas arrêté pendant
pendant les 24 heures quoi, et juste pour enclencher le dernier tour pour pouvoir avoir suffisamment de points pour être juste devant Anthony à la fin quoi. Et les deux ont éclaté le record évidemment quoi, c'était incroyable. Ouais, parce que c'était un peu la question que j'allais te poser, parce que si finalement tout le monde part pour 24 heures, où se fait la différence? Enfin, celui qui va nager plus, est-ce qu'il aura un bonus par rapport à celui qui va rouler plus ou courir plus? Donc tu nous as un petit peu expliqué, c'est une question de points aux 1000 mètres dans chacune des disciplines. Et là, juste pour le fun, c'était quoi le record sur ce T24 qui, on l'aura bien compris, a été gagné par Lionel Jourdan? En termes de nombre de points au total, c'est ça? Ou donne-nous juste peut-être les distances pour nous faire rêver, tu vois. Là, je les ai justement devant moi. Lionel, du coup, à Born, il a fait donc 898 points, qui comme ça veut pas dire grand-chose. Donc en fait, ça veut dire 12 km de natation, 322 de vélo et 90 de course à pied. Qu'il a fait les 90 de course à pied, c'est surtout là-dessus qu'il a gagné. Il les a fait en 8 heures, quoi. Donc, à une moyenne d'un peu plus de 11 km/h sur les 8 heures. Pour avoir peut-être un peu une idée, tu parlais de Anthony Roux, là, qui faisait 404 km en 12 heures. Ouais. Ça fait quand même du 33,6 de moyenne. C'est ça. Presque 34, sachant qu'il y avait du D+. Ouais. Et que c'était de nuit. Qu'il avait nagé avant. C'est quand même pas mal aussi, quoi. Ah, c'est impressionnant. Franchement, il était impressionnant, du début à la fin. Lionel, pareil, et il y en a de plus en plus. Au Touquet, pareil, on a eu la personne qui a gagné, il a gagné de 150 points d'avance sur le deuxième. Et d'ailleurs, ils vont peut-être se rencontrer contre Lionel là, cette année. Ça va être assez intéressant. Donc on a alors ça concerne très peu de personnes parmi les participants, mais on a vraiment des mecs et des filles d'ailleurs aussi qui sont vraiment très 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 forts et qui sont impressionnants parce qu'ils arrivent à avoir une bonne moyenne et à quasiment pas s'arrêter sur 24 heures. C'est impressionnant. Et j'imagine que ça contribue aussi au succès de l'événement. Enfin, je veux dire, ça fait parler de l'événement, le fait que tu retrouves des pros, des anciens pros, tu vois, sur le circuit. Ah oui, tout à fait, notamment Anthony, il y a eu pas mal Anthony Roux, il y a eu pas mal de visibilité, notamment locale à Bormes, c'est quand même la star locale. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde même qui est venu en tant que spectateur parce que c'est aussi important, on n'en a pas encore parlé, mais sur un T24, comme c'est long et comme les gens font des boucles, ils passent toujours au même endroit, on s'est dit mais en fait il faut faire un truc hyper festif, surtout le soir, le samedi soir, on organise ce qu'on appelle une sorte de blackout où en gros pendant la dernière demi-heure avant d'arrêter le son totalement et de laisser un peu les participants, désolé l'expression, mais un peu dans leur jus. En fait pendant une demi-heure c'est vraiment chaud, on a des fumigènes, on a j'ai pas envie de tout dire évidemment, faut venir sur place pour voir, mais la surprise. Exactement, ouais. Et puis on réfléchit déjà à de nouvelles choses cette année parce que les gens reviennent, donc on a envie de les surprendre quand même chaque année. Et voilà, donc c'est sûr que que par exemple quand des Lionel ou des Anthony viennent, c'est top. Là il y a Marine Leleu par exemple qui va participer à l'île de Ré. Peut-être d'autres personnalités bientôt. C'est sûr que pour nous c'est top quoi. Et ouais, alors pour mettre en parallèle, souviens-toi Olivier, au tout début de ce podcast, on avait Michel Musso qui nous parlait de ses records, notamment le 24 heures. 48 heures. Ouais, 48 heures. 48 heures sur l'entraîneur. Ah ouais. Et record du monde. Et il était quand même un peu tout seul dans son gymnase. Il s'occupait en regardant des vidéos en VHS sur une télé. Vous, c'est un peu plus festif et un petit peu plus médiatisé quand même. Tout à fait. En fait, vraiment comme on a un village de course qui sert en fait de base de vie pendant tout le week-end, pas juste pendant les 24 heures, mais en fait du vendredi après-midi au dimanche soir. Et donc effectivement, c'est par là qu'ils passent à chaque fois pour se passer le relais ou en tout cas pour finir leur tour et en commencer un autre pour les individuels. On a mis vraiment la scène, la scène et l'ambiance, le côté festif, vraiment au centre de la course en fait. Et lorsque tu prends ton relais, tu sors un petit peu de la route du coup pour aller donner ton relais à ton prochain coéquipier. Et lui ensuite il repart et on a la scène qui est vraiment au milieu entre soit tu continues ton nouveau tour, soit tu passes ton relais. Et donc c'est vraiment au cœur de la course quoi. Et cet aspect festif, puis on a pas mal de surprises et tout, notamment pour les arrivées. Pareil avec quelque chose de très presque à l'américaine, tu vois, quelque chose de presque très festif qu'on n'a pas forcément sur des triathlons. Roth le fait beaucoup. On essaie un petit peu de faire un peu comme eux, mais différemment parce que c'est des boucles et c'est un peu différent.
Et c'est sûr que les gens apprécient beaucoup ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on fait à chaque fois. On fait un questionnaire de satisfaction auprès de tous les participants et aussi auprès de tous les bénévoles d'ailleurs, parce que c'est super important, rappelons-le. Et voilà. Et donc, les participants, à chaque fois, le mot qui revient le plus, c'est super ambiance et partage. Enfin, j'ai rencontré des gens sur un triathlon, ce qui est pas forcément le cas sur des triathlons où tu pars d'un point A, t'arrives à un point B, et ensuite t'es crevé, t'as ta médaille, t'es trop fier, mais t'as pas rencontré forcément des gens. Et c'est pas forcément le but de ces courses aussi, mais voilà. Donc ça, c'est sûr que... Mais attends, il y a un truc qu'il faut quand même que tu nous expliques, parce que autant quand tu fais des courses en relais, bon, t'as l'occasion de rencontrer des gens, ok. Et quand t'es en solo, tu fais comment pour rencontrer des gens? Parce que t'arrives, tu prépares ta course, bon, t'es plutôt concentré pour au départ de la course. Tu fais ta course, a priori, je pense que t'es aussi dans l'effort, donc bon, tu peux discuter vite fait avec le gars à côté de toi sur le volet. Et encore, je sais pas, et j'imagine que t'as des règles aussi assez strictes en termes de drafting. Tu termines ta course après 24 heures, t'as pas forcément envie d'aller socialiser et de faire la fête, tu vois, encore la nuit ou la journée. C'est sûr que déjà, alors il y a plusieurs choses. Déjà, on organise vraiment des animations, on fait monter la pression vraiment les 2-3 heures avant la course, avant le départ. Et donc forcément, c'est des moments sympas que tu partages, que ce soit en relais ou en individuel. Et c'est sûr qu'à partir du moment où la course se lance, les individuels, ils sont quand même pas mal dans leur bulle, à ceci près que à partir de 2022, on a décidé que chaque participant individuel avait le droit à un accompagnant qui pouvait l'accompagner, alors pas sur le parcours évidemment, surtout en vélo, ce serait dangereux, mais il y a une zone spéciale pour les individuels juste à côté du village de course au début du tour, où en fin de compte tous les accompagnants individuels en fait sont, et donc du coup, alors ce qui est cool, c'est que déjà entre eux ils font des superbes connaissances, ils passent des moments forts, et en fait ils s'aident aussi entre eux à pas dormir pendant toute la nuit, etc., pour donner les bons ravitaillements au bon moment, sachant que les boucles elles sont pas si longues, donc du coup ils passent souvent, donc faut rester éveillé. Et puis en fait les individuels, au bout d'un moment, bon alors sauf quand tu cherches la gagne et que tu t'appelles Lionel Jourdan, mais sinon on a beaucoup qui courent ensemble par exemple à la fin, qui se racontent des trucs, ou qui courent ou qui marchent, hein, d'ailleurs la plupart ils marchent quand même parce que c'est long, et donc il y a quand même des rencontres qui se font, pas forcément que les individuels entre eux d'ailleurs, il y a aussi avec des relais. Lionel, même les relayeurs, la plupart il les dépasse pendant les 12 heures de vélo, et il dit un petit coucou, il dit coucou aux bénévoles, etc. L'avantage c'est que c'est des boucles, donc tu vois les mêmes personnes tout le temps. Et donc même si c'est pas des discussions qui durent plus de 5 secondes, finalement tu tisses quand même un petit lien, et voilà. Et d'ailleurs les gens qui reviennent sur la course, que ce soit les participants ou les bénévoles, ils reconnaissent des gens, même s'ils ont pas eu de vraies discussions, comme je le dis, comme s'ils avaient tissé un petit lien entre eux, quoi. Aujourd'hui, T24, c'est une petite communauté d'habitués qui revient tout le temps, ou bien c'est à chaque fois des nouvelles personnes? Alors c'est des nouvelles personnes. Alors évidemment il y a beaucoup de nouvelles personnes parce que en 2021 il y avait 350 personnes. En 2022 on était 1500, donc plus de 4 fois plus de personnes, donc je vais dire à 90% c'était forcément des nouveaux. Par contre dans les 350 qui ont participé en 2021, on en a eu 200 qui sont revenus l'année d'après. Et ça c'est énorme. Ça c'est trop cool. Et en fait c'est ce qui m'a permis de me dire en fait peut-être qu'on tient quelque chose que les gens aiment, et comme en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, c'était pas mon objectif de créer une entreprise et tout aussitôt dans ma vie, et de lancer des courses et d'essayer d'en faire mon métier. C'était vraiment une conséquence heureuse qui était vraiment trop cool. C'était que en fin de compte j'ai envie de faire un truc que j'aime, et en fait je me rends compte que les gens ils aiment bien faire ce truc, et que je suis pas si fou de me lancer dans un défi comme ça, quoi. Donc c'est sûr que ça c'est sympa, quoi. Et donc aujourd'hui tu vois, alors on a déjà dépassé notre nombre de participants de 2022, alors que on est le 14 février, donc voilà. Et avec parmi les 1500 personnes qui étaient en 2022, je pense qu'on aura au moins la moitié des gens qui vont revenir, et ça c'est trop cool. Et en plus, comme on propose plusieurs endroits qui sont tous aussi jolis que les uns que les autres, les gens se disent que c'est aussi un but de balade,
que ce soit pour eux ou pour leurs accompagnants qui doivent quand même tenir le coup, quoi. Et parce que là, du coup, en 2023, vous avez combien d'inscrits pour l'instant? Bah, on arrive à 1500 là. On arrive à 1500 déjà sur l'ensemble des 3 courses. Donc voilà, c'est cool. Le Touquet et Bormley Mimosa, on a eu un peu moins de participants pour la première édition que la deuxième édition de l'Île Dorée, évidemment, parce que le temps que ça se mette en place, etc. Maintenant voilà, je pense que là cette année, on sera quasiment full, voire full. Ouais, on sera full à l'Île Dorée, ça c'est sûr, bientôt. Et Quand puis, tu dis full, c'est combien de personnes? c'est un peu plus de 1000. Je pense qu'on sera peut-être 1100, quelque chose comme ça, à l'Île Dorée. Et puis les autres, on verra. C'est dans longtemps, c'est dans septembre-octobre. Donc les gens, sauf les individuels qui s'inscrivent dès maintenant pour commencer à se préparer, la plupart des gens sont pas encore. C'est impressionnant parce que 1000 personnes, c'est quand même bon. Autant tu regardes, je sais pas, la plupart des Ironman en général, t'es plutôt peut-être sur 2-3 000. Mais enfin, c'est déjà Ironman, ça fait longtemps, ça fait 40 ans que ça existe. Et surtout, c'est un événement qui dure 8 à 16 heures, grosso modo. Ouais. Pas 24, quoi. Enfin, je veux dire, alors, bon, encore une fois, il y a les relais, donc à voir. Si tu me dis 80% des gens le font en relais, je comprendrais peut-être un peu mieux, tu vois, mais ça reste quand même, ça reste un événement assez particulier. 1000 personnes, réellement, je trouve ça vachement bien, donc bravo pour ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et le fait d'ouvrir des nouvelles courses, enfin, des nouveaux lieux, du coup, est-ce que du coup t'as pas peur de disperser peut-être un petit peu cette communauté, ou bien c'est parce que vraiment il y a de la demande et que toutes les courses sont full et que il faut que tu grandisses? Bah, c'est sûr que après la première édition de l'Île Dorée, on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on fasse d'autres courses, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, faut pas juste qu'on s'arrête à l'Île Dorée, et il faut qu'on essaie de faire quelque chose vraiment qui fasse du bruit dans le milieu du triathlon, parce qu'on est convaincu qu'il y a un concept de dingue derrière. Et voilà, et il a fallu qu'on le teste pour se rendre compte de tout ça. D'ailleurs, c'était même pas un test, c'était plus une conséquence du fait de vouloir organiser juste une course. Et en fin de compte, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que oui, donc après cette première édition, on s'est dit il faut vraiment maintenir ce côté familial et tout qu'on a eu lors de la première édition, et en même temps il faut grossir. Et ça, c'est sûr que c'est un vrai défi. Aujourd'hui, je connais pas tous les participants, mais la première édition, je les connaissais tous, je les avais tous eu au téléphone, les 350, et je connaissais exactement leurs objectifs et tout. Et à partir de la deuxième édition, enfin de la deuxième année, comme on en a eu beaucoup plus, je pouvais pas le faire moi-même. Du coup, je me suis fait aider. J'ai notamment un alternant avec moi qui m'aide beaucoup et qui est super sympa. Vous êtes combien dans l'équipe là aujourd'hui? On est alors il y a du coup l'alternant qui est au quotidien avec moi, qui s'appelle Com. Ensuite, c'est assez familial, tu vas voir. J'ai mon père qui a co-organisé la première édition avec moi et qui est encore beaucoup dans le projet, qui s'occupe notamment des partenariats. J'ai mon cousin qui s'occupe de la partie com, marketing, tout ça. C'est lui qui a fait le logo T24 et tout. Après, on a un directeur de course qui a bossé beaucoup sur Ironman. Donc ça c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça parmi nous. Et puis après on a la personne qui s'occupe de l'animation, on a 3 speakers en fait sur l'ensemble du week-end, parce qu'il faut tenir quand même 24 heures, donc voilà. Et sur les 3, donc il y en a un qui s'appelle Romain qui gère vraiment toute cette partie animation, qui est un super speaker qui fout le feu de A à Z et pas mal de frissons de manière générale. Et voilà, donc ça c'est un peu et puis évidemment notre responsable bénévole qui est central. Et voilà, et puis après il y a tous les bénévoles qui nous aident pendant la course, quoi. D'accord, mais donc à temps plein vous êtes 2, et après tu as vous êtes quoi, 4, 5, 6, 7 vous êtes une petite dizaine le jour de la course, plus tous les bénévoles, quoi. Exactement, j'oublie quelques personnes qui nous aident sur la logistique et tout le week-end la semaine de la course, mais dans l'ensemble c'est ça, ouais. Et oui, parce que j'imagine que vous avez intérêt effectivement à grandir si tu veux pouvoir financer ça, parce qu'aujourd'hui c'est quoi, c'est une société privée, c'est une association, ça fonctionne comment? Oui, bah au début on avait organisé avec une association, parce que l'objectif c'était vraiment pas d'en faire quelque chose de lucratif. On n'a pas perdu d'argent, c'était très bien. Et puis après on s'est dit bah si on veut se développer et tout, faut aller vite. En plus on a un concept de course qui plaît. Donc pour peu qu'il y ait un autre organisateur qui maîtrise déjà bien le métier, qui veut organiser ça, bah il faut qu'on aille vite, pour que vite dans la tête des gens, triathlon de 24 heures égale T24 Extreme Triathlon. Donc c'est voilà, on s'y est mis de manière assez rapide, et juste après la première édition, du coup on a créé une société
Et donc là, on organise ça sous forme de société. Voilà. Tiens, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi le split entre les relais et les solos? Ah bah on a, je te dis, c'est 7% d'individuels et 93% de relais. Et les relais, il y a des... j'imagine que t'as plein de types de relais différents. Ça fonctionne comment? Ouais, t'as 3 types de relais. T'as par 2, par 4 et par 6. Donc en fait, par 2, bah ça fait quand même 12 heures de sport chacun si vous vous arrêtez pas. Et même un peu plus. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Ce qui fait déjà l'équivalent d'un Ironman, on va dire, c'est à peu près la moyenne. Après, bon, ça dépend si t'es rapide ou moins. Mais... Ouais, c'est ça, déjà, exactement. Ce qui est déjà pas mal, quoi. C'est ça. En moyenne, le relais par 2 moyen, il va faire 2 Ironman, du coup. C'est ça. Et puis après, voilà, relais par 4, bah, du coup, ça ressemble plus à un semi, half. chacun. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Et un relais par 6, plus à un M, on va dire. Distance voilà. olympique. Ouais. Exactement. Même si, en fait, la répartition, elle est un peu plus en faveur de la natation que sur des triathlons classiques. Et donc, du coup, il y a un peu plus de natation. Mais, enfin, après, les relais par 4 et les relais par 6, d'ailleurs, même s'ils sont 4 ou 6 dans l'équipe, ils sont pas forcément tout le temps sur le parcours. Et parfois, ils sont 4 ou 6 au ravito et réfléchir quel est le prochain qui va partir, quoi. Oui, parce que là, tu passes quand même 4 heures sur 24 dans l'eau, ce qui représente à la grosse louche, ça fait quoi? Ça fait un 6e. Donc, t'es à 18% de ta course, c'est de la natation, là où sur un Ironman, en moyenne, les gens mettent un peu plus d'1 heure sur 12 heures, quoi. Donc t'as au moins 2 fois plus de natation proportionnellement que sur un triathlon classique, on va dire. Voilà, exactement. C'est à peu près ça, ouais. Donc, est-ce que ça veut dire du coup que les participants en général sont quand même plutôt des bons nageurs, j'imagine? Bah, il y a vraiment de tout. En fait, c'est ce qui est vraiment drôle sur le T24, c'est qu'il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des Lionel Jourdan, des Anthony Roux. Tout ça, c'est pour les individuels. Mais même au sein des individuels, d'ailleurs, il y a des gens. Il y a une fille là qui va participer à son 3e T24 île Dorée. Elle s'est mise elle s'est mise au sport en s'inscrivant en individuel au T24. Et son objectif c'était d'arrêter de fumer, etc. Et donc là, bah, il fait plus une clope depuis 2 ans. Et voilà. Et elle a. Attends. Donc il y a une nana qui faisait pas de sport. Ouais. Et qui fumait, et elle s'est dit je vais arrêter de fumer, donc du coup je vais faire un triathlon de 24 heures, ça va me motiver à arrêter de fumer, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc l'objectif était tellement énorme, qu'elle s'est dit bah vraiment j'ai pas le choix, quoi. Je peux pas fumer à partir du moment où je m'inscris à ça, j'ai plus le choix, quoi. Ouais, mais c'est pas juste une question de plus fumer, enfin je veux dire. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est quelqu'un de très sportif d'ailleurs de manière générale. Donc elle était déjà sportive à la base. Oui, elle est sportive, mais pas du tout, elle a jamais fait de triathlon avant, quoi. Ok. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et donc voilà. Et puis donc ça c'est dans les individuels. Même au sein des individuels, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a vraiment tout type d'athlètes. Et après il y a les relais, notamment par 4 et par 6, où là il y a des énormes différences. Il y a des clubs comme par exemple le Stade Français qui détient le record global en relais par 4, qui vraiment ils sont très très forts. Là ils reviennent à nouveau. Et à l'inverse, il y a par exemple des entreprises ou des familles qui participent avec aucun triathlète dans l'équipe. Personne n'a jamais fait de triathlon dans l'équipe et ils s'inscrivent parce qu'ils trouvent le concept sympa. Ça fait un peu... Parce que le petit frère fait de la natation, parce que papa fait du vélo, et parce que du coup on s'y retrouve plus ouais. loin, quoi. Ouais, ça se passe souvent comme ça. Et puis parfois on a un triathlète dans une entreprise qui en embarque 11 autres avec lui, 2 équipes de 6 se motivent et les 11 autres ils savent pas trop ce qu'ils font là. Et puis finalement ils adorent leur week-end et dans les statistiquement je dirais que dans les 11 du coup il y en a peut-être 2 ou 3 qui se mettent vraiment au triathlon après parce qu'ils ont aimé, quoi. Donc c'est cool, c'est trop cool. Mais c'est souvent le cas dans les 24 heures, hein, on le retrouve enfin en tout cas je sais qu'en Belgique il y a plusieurs événements comme ça, des 24 heures vélo en général. Et c'est vrai que c'est souvent plus connu comme étant une grosse buverie qu'un événement sportif. Mais donc il y en a quelques-uns effectivement qui vont jouer la gagne, là où la plupart des gens ils le font plus avec des vélos, tu vois, un peu customisés, déguisés, machin, tu vois. Donc t'as un côté comme ça très festif. C'est peut-être pas à ce point-là pour le T24, mais donc je comprends en tout cas ce côté un peu plus festif et peut-être un peu plus bon enfant dans le sens où c'est du relais. Donc et parce que même le relais, tu peux le faire. Enfin
chaque équipe gère un peu son relais comme il veut. C'est-à-dire que tu peux faire une boucle, 3 boucles par personne. Enfin, ça c'est en fonction de la fatigue, en fonction du moment. Ouais, et puis même en fonction des forces de chacun, surtout, il y en a un qui peut être nageur, effectivement, comme tu disais, dans une famille et qui motive les autres à participer. Les autres, c'est généralement la natation en plus qui pose problème pour les gens qui sont pas forcément triathlètes, comme les gens qui sont triathlètes aussi, forcément. Et donc voilà, donc du coup, on a effectivement beaucoup de stratégies d'équipe. Les gens réfléchissent beaucoup à comment est-ce qu'on peut mettre les forces de chacun au profit du coup de l'équipe pour avoir le maximum de points au bout des 24 heures. Et donc dès la deuxième édition à l'île de Ré, quand les gens avaient compris un peu le concept, qu'ils sont revenus la deuxième année, en fait les gens étaient avec leur ordinateur portable, avec un tableur Excel, à faire des calculs. On a même une équipe là qui était de l'école HEC, avec un gars qui est data analyst, qui a fait un tableur Excel, mais j'ai jamais vu un truc aussi complexe, avec 20 onglets ouverts et tout, avec des formules de partout. Il prenait même en compte la force du vent et le poids de chacun pour le déniveler. Enfin, c'était un truc de fou. Et d'ailleurs, je pense que sur le papier, c'était pas les meilleurs sportifs. Bon, ils étaient quand même très bons, ils étaient très bons triathlètes, mais voilà. Et finalement, c'est eux qui ont gagné la course parce qu'ils ont enclenché le bon tour au bon moment. Ils ont bien géré le repos et tout entre chaque. Et ça, c'est un truc qui est, franchement, j'ai halluciné lorsque j'ai vu ça la deuxième année. Et j'ai trouvé ça trop cool que, en fait, nous, on organise une course. Et il y a des gens, ils vont au-delà de s'entraîner et de se projeter sur un nombre de points. Ils vont, un peu comme en Formule 1, presque tout maximiser, quoi. C'est dingue. C'est trop cool. Ça me fait un peu penser, alors je sais pas si t'as connu parce qu'on n'est pas forcément la même génération, mais ces courses de robots, tu sais, pour les Français, c'était notamment organisé par E égale M6, et t'avais plusieurs stratégies. T'avais des écoles qui jouaient la gagne en étant offensifs, t'en avais d'autres qui étaient plutôt défensifs, t'en as qui essayaient d'être les deux en même temps, et au final, c'était pas souvent le meilleur robot, le plus agile, le plus agressif qui gagnait, c'était juste l'équipe qui avait la meilleure stratégie, et c'est un peu ce que tu viens de nous détailler là avec l'équipe d'HEC. Ouais, c'est marrant. Alors je connaissais pas, mais effectivement c'est exactement pareil. C'est prise de recul, calcul, et pas forcément foncer tête baissée, quoi. C'est marrant. Et par rapport à ces équipes relais, justement, pour revenir un petit peu plus dans le détail, tu nous disais tout à l'heure que la règle que vous avez mise, c'était que chaque relayeur fasse au moins un tour de chacune des épreuves. Mais est-ce que ça veut dire que dans une équipe de 4, si tu as un excellent nageur, allez, imaginons tu as un nageur olympique qui te dit écoute, moi je vais gérer les 4 heures de natation, il n'y a pas de problème, je suis champion olympique sur le 25 bornes, je vais gérer. Ça veut dire que il suffit que les 3 autres fassent un tour, après notre champion olympique de natation enclenche et puis il passe le relais aux cyclistes qui eux aussi font à 3 un petit tour de vélo, et puis le champion olympique de vélo se met à faire les tours de vélo. Est-ce que ça peut marcher comme ça finalement, la stratégie aussi, ou est-ce que il doit y avoir un équilibre un petit peu entre chaque relayeur? Sur le papier, c'est tout à fait possible de faire ça. Et d'ailleurs, il y a quelques équipes qui le font et sans doute que ça leur réussit. Après, généralement, ceux qui gagnent au bout, c'est quand même assez bien réparti. Et c'est quand même des triathlètes accomplis sur les 3 disciplines. Voilà. Après, voilà. Enfin, le barème de points fait que du coup la natation et la course à pied ramènent un peu plus de points que le vélo. Par heure passée, on va dire, sur la discipline. Donc généralement, c'est les équipes qui répartissent le mieux l'effort de chacun et les repos aussi de chacun. Et c'est les équipes aussi qui ont les meilleurs nageurs / coureurs. Voilà. On avait une équipe de professionnels du centre. Enfin, ils étaient dans le centre de formation professionnelle de natation à Marseille. Ils sont venus à l'île de Ré l'année dernière. Alors que en vélo, ils sont vraiment un cran en dessous de tous les autres bonnes équipes qui étaient là. Il a fallu attendre la fin du vélo pour qu'ils soient enfin dépassés et pu être premiers, quoi. Donc ils ont gardé leur avance qu'ils avaient en 4 heures de natation sur quasiment les 12 heures de vélo, quoi. Et ils ont fait d'ailleurs 19 km en 4 heures. Donc je te laisse faire le calcul, ça fait du quasiment 5 km/h, c'est en eau libre, c'était fou, quoi. Ouais, il y en a quelques-uns, écoute. Pour revenir un petit peu plus justement sur les différentes performances de chacun, on se rend compte de plus en plus que en ultra, et notamment en ultra distance course à pied, voire en ultra trail, les femmes
arrivent presque à égaler les records des hommes, et il y en a même qui finissent les courses avant les hommes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi sur le T24 ? Est-ce que vous voyez qu'il y a un niveau homme-femme qui commence à se lisser, ou est-ce qu'on a encore toujours un peu une différence ? Est-ce que c'est le triathlon 24 heures reste un peu machiste dans sa pratique ? Alors déjà, on a un peu plus de 25% de nos participants qui sont des femmes, ce qui est un tout petit peu plus que la moyenne des triathlons classiques. Donc, moi, ce que j'avais en tête, c'était un tiers, 2 tiers pour le coup. Ah d'accord, ok. Ah bah je pensais. Bah alors peut-être que j'ai comparé à des triathlons plus longue distance. Pas d'où tu sors, ça dépend d'où on sort. Enfin voilà, en tout cas, mais bon, soit 25%, un tiers. Bon, on est plus ou moins dans ces eaux-là, quoi. Ouais, voilà. Après, effectivement, quand tu regardes de plus près en relais par 4 et en relais par 6, on est plutôt sur ces chiffres-là, peut-être 30-35% de femmes. Et en relais par 2 et en individuel, il y a quand même. Alors en relais par 2, il y a, je sais pas pourquoi, c'est peut-être que c'est pas assez représentatif pour l'instant, mais il y a pas beaucoup de femmes. En individuel, il y en a un peu plus, mais je pense qu'on est en dessous de ces 25% quand même. Et d'ailleurs, je parle de représentatif parce que sur les 99 participants en individuel l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait à peu près 20 femmes, peut-être un peu moins d'ailleurs, 17 ou 18. Et sur ces 17 ou 18 femmes, on avait, alors il commence à y avoir du bon niveau. Mais je pense que dans quelques années, et là je pense notamment à une ou deux participantes, cette année en 2023, on va commencer à avoir vraiment du bon niveau, et j'ai hâte effectivement que ce soit un peu plus représentatif, qu'il y ait vraiment des femmes avec un très bon niveau, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Après, de toute façon, évidemment, il y a un challenge homme, un challenge femme, et donc ils se battent pas forcément sur le même challenge, mais effectivement, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que à partir d'une certaine distance, mais je l'avais déjà remarqué en lisant un article dans le trail, qu'il y avait à partir d'une certaine distance, mais je crois que c'était vraiment presque au-delà d'un ultra trail, la répartition de femmes augmentait d'un coup sans pouvoir trop l'expliquer, quoi. Mais c'est ce qu'on a vu aussi avec la fameuse TCR, je sais plus quelle année c'était, mais c'est avec Fiona, cette ultra-cycliste allemande qui a gagné la TCR, qui est une course de 4000 bornes. Ah bah oui, je me souviens de ça. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vraiment quand on rentre dans de l'ultra, c'est-à-dire que physiologiquement, les hommes ont un avantage sur du court, mais bon, le court, ça peut aller en tout cas, à minima Ironman, ça je pense que jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas trop de débat, mais effectivement, quand on part sur des événements de plusieurs jours, c'est là où potentiellement la tendance peut se renverser, quoi. Mais bon, il n'y a pas encore vraiment on en a déjà parlé sur le podcast. Il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, il y a des théories en tout cas. Après, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que les femmes sont peut-être plus endurantes? Est-ce qu'elles ont une meilleure résistance à la douleur, etc. Bon, voilà, ça reste des théories. Et puis bon, il faudrait. Est-ce que c'est des cas isolés ou est-ce que c'est vraiment une tendance? C'est encore difficile à dire. Voilà, ça vaudrait peut-être la peine de faire une étude poussée sur le sujet, mais voilà. Ouais. Bon, si tu veux, on te met en relation avec des chercheuses qui travaillent sur justement les femmes dans le sport et le sport des femmes, et puis vous pourrez peut-être lancer une étude sur les prochains T24, non? Ah bah avec grand plaisir. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr qu'une étude scientifique sur ça pourrait être intéressant, même de manière générale, pas que sur forcément la différence homme-femme, mais même comment ton corps réagit à un effort aussi long. Enfin, il y a plein d'études qui sont faites à ce sujet, mais je pense notamment au vélo la nuit. La plupart des individuels, ils me disent en fait, à la fin, il y a un moment où j'avais envie de dormir et j'étais content d'aller courir 8 heures, quoi. et en fait, alors c'est presque dangereux, en fait, parce que t'es sur la route et tout, quand même, donc faut faire attention. Le circuit est fermé? Alors, aujourd'hui, non. Le parcours vélo, il est pas fermé. On est sur, quelques morceaux du tracé sont vraiment fermés à la circulation. Mais dans l'ensemble, c'est quand même ouvert. Et d'ailleurs ça se fait très bien. On fait ça hors saison dans des stations balnéaires, donc il y a pas trop de monde, et surtout le vélo comme ça de nuit à 3h du mat, ça va, il y a pas trop de bouchons, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, j'imagine, mais c'est vrai que ça peut changer. Parce que le problème dans les événements d'ultra,
c'est que tu peux difficilement bloquer. Tu vois, autant t'as le Tour de France, bon bah tu sais que les gars ils vont passer, ça va durer 5 minutes. Bon, j'exagère parce que ils ferment quand même 2 heures avant, mais bon au final. Ouais, il y a la caravane avant. Voilà, il y a les caravanes, etc. Mais bon, en gros, tu vas fermer la circulation pendant 2-3 heures. Dès que tu rentres sur de l'ultra, c'est beaucoup plus compliqué, quoi, parce qu'effectivement, ça veut dire pendant 24 heures, t'as des gens ils peuvent pas sortir de chez eux, quoi. Ouais, et puis nous c'est une boucle en plus. Donc alors l'avantage c'est que on bloque que 20 ou 25 kilomètres. Enfin d'ailleurs on bloque pas, mais c'est 20 ou 25 kilomètres de concernés. Et c'est pas 180 si c'est une seule boucle sur un Ironman, quoi. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que l'ensemble du parcours est concerné pendant 12 heures, un peu plus d'ailleurs, un peu avant, un peu après, donc on va dire 13 heures, 14 heures. Et donc oui, après on est, comme je te le dis, on est sur des stations balnéaires, donc on dérange pas grand monde. Et puis par exemple, on est tout au bout de l'île de Ré, sur une commune qui s'appelle les Portes-en-Ré, et il y a 500 habitants à l'année, et on arrive à avoir 200 bénévoles. Donc t'imagines. Donc du coup, en fait, soit ils sont déjà bénévoles eux-mêmes, soit les gens dorment à cette heure-ci, quoi. Donc du coup, ça se fait plutôt bien. Voilà. Comment tu fais pour trouver 200 bénévoles dans un bled où il y a 500 habitants? On est le premier événement organisé sur l'île de Ré. Enfin, je veux dire le plus gros événement organisé sur l'île de Ré depuis 2022. T'as un partenariat avec l'agence de l'office du tourisme local ou un truc comme ça? Bah ouais, ils parlent un peu de nous et tout, donc ça c'est sûr que ça attire du monde, ça attire les gens qui participent et leurs accompagnants. C'est des gens qui ne connaissent pas forcément l'île de Ré, donc ça c'est sûr, c'est sympa pour les communes de l'île de Ré. Pour aller chercher des bénévoles, je vais pas te mentir, c'est pas facile. On a surtout la première édition, en fait. C'est quand t'arrives à un endroit, bon, l'île de Ré, je connaissais déjà du monde là-bas, mais quand t'arrives au Touquet ou à Bormes-les-Mimosas où tu connais quasiment personne, tu sais même pas par où commencer. Donc les mairies t'aident, tu te fais des contacts et au fur et à mesure tu rencontres une ou deux personnes qui veulent vraiment bien t'aider de manière un peu plus poussée que simple signaleur, et c'est déjà beaucoup. Et donc voilà, donc tu tisses ton réseau comme ça. Donc c'est le plus dur lors d'une première édition, peu importe l'endroit, tu passes un temps de dingue à rencontrer des gens et tout. Alors c'est super intéressant, surtout que les gens avec qui tu tisses des vraies relations et qui restent vraiment bénévoles, bah c'est des gens adorables qui donnent sans compter. Et ça d'ailleurs je suis bluffé qu'on puisse effectivement arriver à 200 bénévoles sur une petite commune comme ça. Et voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de samedi matin, on allait tracter sur le marché, etc. Concrètement, ça se passe comme ça. Pour revenir sur peut-être l'aspect un peu plus business, parce que bon, c'est une société, donc faut couvrir tes coûts, faut faire du profit pour pouvoir le réinvestir, ouvrir des nouveaux endroits, potentiellement faire grandir l'équipe. Donc j'imagine que c'est au-delà du défi sportif, c'est aussi un défi entrepreneurial, évidemment. Là, aujourd'hui, tu fais quoi comme chiffre d'affaires, par exemple, enfin sur 2022? Effectivement, c'est un sacré défi. Déjà, juste d'être rentable. On est sur un secteur et puis surtout une organisation qui fait qu'on a énormément de coûts fixes. C'est-à-dire que ton village de course, qui est 200 ou 1000 participants, c'est le même que t'es 200 ou 1000 participants. Ton directeur de course, tu vas pas le payer plus ou moins. Enfin, il fait le même boulot, quoi. Et donc du coup, les coûts, que ce soit 200 ou 1000, au total, ils changent quasiment pas, quoi. Donc lorsque l'année dernière on a fait le choix de se dire bah on lance le Touquet et Bormes, même si on l'annonce un peu tard, etc., que c'est 2 nouvelles éditions d'un coup et tout, on s'est dit on va potentiellement perdre de l'argent, on a perdu un peu, maintenant rien de dramatique, et mais par contre voilà, on n'arrivera sans doute pas à 1000 participants dès la première année, ça c'est sûr. Et donc, parce que quand tu dis 1000 participants, pour toi c'est le maximum, c'est quand vous êtes full, mais j'imagine ton point de rentabilité, c'est quoi? C'est 500 participants, c'est 800? Ça dépend du lieu. Ça dépend du lieu. Je dirais que c'est à peu près 500, à peu près 500 participants, peu importe l'endroit, on est rentable. Qui permet de couvrir tes coûts fixes. Qui permet de couvrir les coûts fixes, les coûts de structure aussi un peu le site, les quelques personnes qui travaillent, l'alternant, etc. Voilà. Maintenant. Plus c'est gros,
plus on a envie de faire de l'animation et juste avant la course on se lâche sur des trucs et donc du coup la marge potentielle elle se réduit forcément. Bah oui, non, bien sûr, parce qu'il y a une chose, c'est ton point de rentabilité. Et bon, désolé, on parle peut-être un peu beaucoup business là, mais je pense que c'est important parce que c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est intéressant. C'est pas parce que ton seuil de rentabilité il est à 500 participants que tu vas rester à ce stade-là, c'est-à-dire que entre 500 et 1000 personnes, bah forcément, tu auras besoin de plus de choses. Enfin, tu auras des services supplémentaires, tu auras besoin de plus de personnes, des prestataires. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Tu dois louer aussi des balises GPS. Enfin voilà, c'est plein de choses auxquelles on pense pas forcément quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, moi j'avais organisé la Gravel Cup, par exemple, l'année passée. C'était une course de gravel de 300 km. Voilà, il y en a qui l'ont fait, ça leur a pris 2 jours, quoi. Donc ils partaient à 6h du matin et ils revenaient. Les premiers arrivaient le soir, la nuit, et le lendemain, t'avais les autres qui arrivaient jusque 18h, quoi. Donc c'est le genre de truc. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser et on pense pas forcément. Et c'est vrai que parfois aussi, il y a beaucoup de gens qui sont assez critiques par rapport au prix d'inscription, à ce qu'il faut payer, mais en même temps, voilà, derrière, il y a des gens à payer. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie. Et le triathlon, ça demande une logistique incroyable, quoi. Ah ouais, non mais c'est sûr. Et d'ailleurs, lorsque je me suis lancé dans l'organisation de la première édition, même si je voulais faire ça de manière un peu informelle et pas forcément de manière pro comme certains labels peuvent le faire et comme on le fait surtout aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a pas juste les 10 trucs que tu avais pensé à faire, mais t'en as plutôt 100 ou 200 de trucs à penser, quoi. Ça va jusqu'au détail d'écrire sur sur les bracelets que t'es accompagnant, que t'es bénévole, et en fait je vais pas faire la liste évidemment, mais t'as vraiment une liste de 200 trucs à penser, quoi. Et je passe juste de trucs à acheter, quoi. Et c'est même pas le service, le gardiennage du parc à vélo, c'est même pas l'assurance, c'est pas tracer les parcours, toutes les reconnaissances qu'on va faire et tout, quoi. Et ça, du coup, comment tu fonctionnes? T'as une checklist avec tout ce que tu dois faire. Enfin, j'imagine, tu documentes tout ça? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on vient de se faire une petite bible du T24, une sorte de où en fait comme ça on est sûr de rien oublier et voilà, et si on veut faire une prochaine course l'année prochaine, enfin une 4e ou une 5e course en 2024, du coup on n'oublie rien, on gagne du temps et c'est sûr que c'est les mêmes tâches qu'il faut faire partout. Par contre, t'as des tâches qui sont vraiment incompressibles. Aller chercher des bénévoles, que tu les fais une fois, 3 fois ou 10 fois, ça te prendra le même temps et il faudra donner la même énergie. Par contre, tu vas peut-être perdre un peu moins de temps à faire forcément, c'est comme toute aventure entrepreneuriale, tu fais les choses qui marchent, mais voilà. Mais c'est super intéressant et moi je voulais pas du tout monter une boîte aussi tôt dans ma vie et finalement j'adore. En fait, j'aime beaucoup ma mission au quotidien qui est quand même de faire du sport aux gens. La plupart ils en feraient sans moi, mais il y en a quand même quelques-uns qu'on va chercher, des entreprises et tout des collaborateurs dans des entreprises qui font pas forcément du sport et qui sont embarqués dans cette aventure par un de leurs collègues. Donc ça c'est cool. Et puis la deuxième chose que j'adore aussi dans mon métier du coup, c'est c'est mon quotidien. J'adore, je trouve ça super concret comme métier. Et c'est peut-être un peu ce qui me manquait un petit peu lorsque j'avais fait des stages en finance, en conseil en stratégie. C'était que je sais que j'aime les choses concrètes. J'aime rencontrer des gens, j'aime négocier avec des prestataires. Enfin, tout ça, j'ai découvert qu'en fait, j'aime beaucoup. Et surtout, tu vois le résultat concret le jour J. Alors par contre, ça passe super vite. Tu bosses 1 an sur un événement et puis en fait, l'événement passe tellement vite que t'as pas du tout le temps de profiter et voilà. Mais donc voilà, donc j'aime beaucoup mon boulot, pour résumer. Attention, parce que de l'autre côté de la table, t'as quand même quelqu'un qui vient du conseil en stratégie, donc c'est vrai ne crache pas trop sur les stratèges. Ah non, mais moi je savais pas. Tu vois, tous mes potes sont en conseil en stratégie, donc voilà. Non, mais c'est une très bonne école. C'est pour ça qu'on s'éclate sur le podcast. C'est une très bonne école. Après, enfin voilà,
pour le coup, j'ai fait les deux, tu vois. Ouais. J'ai fait le conseil d'une part et l'entrepreneuriat dans le sport, tu vois, que ce soit avec le développement de la marque de textile Oana, que ce soit avec même le podcast avec Hermano, le bouquin qu'on a écrit aussi, Devenir triathlète. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont en fait très loin de ce que je faisais, par exemple, dans le conseil un peu plus traditionnel. Mais voilà, et je pense que tu peux t'éclater effectivement en faisant les deux. Donc, En tout cas, moi, ça m'intéresse vachement parce que j'en parle souvent et j'en ai très brièvement parlé au début de cet épisode, mais je prépare un défi de traversée de la France. Alors, ce sera pas du 24 heures, ce sera plutôt du 24 jours, plus 3 jours de repos. Donc, on est sur 27 à 30 jours. Et dans un petit coin de ma tête, je me dis qu'une fois que je l'aurai fini, j'aimerais peut-être bien, justement, qu'il y en ait d'autres qui le fassent après pour venir traverser les mêmes endroits, pour se battre un petit peu sur la base de ce que j'avais réalisé. Du coup, ça m'amène un peu à une question, mais toute bête, et je pense que tu t'y attendais, c'est les autres éditions du T24, à part la première, à part celle que toi tu as fait tout seul, est-ce que tu y participes aussi? Déjà, après, je vais oublier. Donc, si jamais tu décides d'organiser une vraie course et tout, tu me dis, c'est quelque chose qui pourrait carrément me plaire. Donc, déjà, bon courage pour ça. Et puis, tu me diras. Ouais, je reviendrai vers toi, je te demanderai ta Bible. Et puis, pour info, je passerai à Bornes-les-Mimosas. Donc, éventuellement, si t'es dans le coin, ce sera début juin. Ce sera peut-être l'occasion que tu me fasses quelques kilomètres avec moi. Ah ouais. Bah, début juin, on est à l'île de Ré. C'est le 3-4 juin. Mais peut-être peut-être qu'on passera par là en juin pour préparer la prochaine course. Donc oui, non plutôt, non, je ne participe pas aux courses et parce que pour l'instant, j'arrive à mieux m'organiser dans l'équipe. On commence à être bien organisé, à bien maîtriser comment organiser une course de 24 heures de manière réussie et gérer les animations et tout autour, comme je vous ai dit, c'est aussi important. Et mais pour l'instant, je peux pas me permettre pour deux raisons. Déjà, c'est que sur le week-end, du coup, j'ai pas le temps. En fait, il faut que je sois disponible pour l'organisation. S'il y a un accident ou quoi que ce soit, c'est moi le responsable légalement, donc je peux pas me permettre d'être sur le parcours ou même d'être pas lucide du tout, parce qu'il y a des moments où tu peux ne pas être lucide. Et puis la deuxième raison, qui est la raison principale quand même, c'est que depuis que j'organise, je fais beaucoup moins de sport, quoi. J'ai beaucoup moins le temps d'en faire. Donc lorsque je préparais l'Enduroman, il y avait des semaines où je faisais quasiment 30 heures par semaine et aujourd'hui, je suis à 4-5 heures, quoi. Et encore, c'est parce que j'arrive à m'organiser un peu en ce moment, mais je sais que l'été, j'arrive quasiment pas à en faire. Et voilà, ma passion d'organisateur de course a pris un peu le pas sur ma passion de triathlète. Et j'ai hâte de pouvoir faire les deux, quoi, quand même. Évidemment, ce qui se comprend tout à fait. Et en termes d'expansion, parce que là tu nous parles, donc là aujourd'hui tu as 3 courses de prévues pour 2023. Tu parlais d'une 4e, voire potentiellement une 5e course. J'imagine qu'il y a un moment, tu auras quand même bien quadrillé la France et le calendrier. Et que des athlètes qui font du 24 heures, ou bon, après on l'a compris, hein, la grande majorité ne font pas 24 heures, mais font des distances plus courtes en relais. Mais j'imagine qu'il y a un moment où tu auras quand même cadré la France. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Est-ce que ton but c'est de faire tu t'es déjà posé ces questions de combien de courses potentiellement tu pourrais faire sans qu'elles commencent à se marcher les unes sur les autres, hein. C'est un peu le problème, c'est que tu peux vite commencer à faire du cannibalisme au final, hein, parce que tu fais un nouvel événement, du coup, les gens vont pas forcément le faire tous les week-ends, ce genre de course, quoi. Non, c'est sûr. D'ailleurs, on voit bien ton raisonnement de consultant avec cette réflexion. Mais c'est vrai, tout à fait. On réfléchit en fait, c'est sûr à notre développement. Là, cette année, on aurait pu organiser une 4e course, mais on a préféré être sûr de pouvoir bien maîtriser 3 courses remplies avant de commencer à aller faire d'autres événements. Notre marché potentiel, il est pas facilement mesurable parce que en fin de compte, la moitié de nos participants, même pas, 45% de nos participants, c'est des licenciés. Et les 55 autres pourcents, ils sont dans aucune stade, quoi. Donc c'est un peu compliqué de se rendre compte de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, on fait un petit peu on avance un peu à tâtons. On se dit, par exemple, dans notre questionnaire de satisfaction dont je parlais tout à l'heure, on demande depuis cette année, où est-ce que vous voudriez faire un T24 qui n'existe pas, quoi. Et
ce qui revient souvent, c'est à la montagne. Et voilà, donc c'est complexe à organiser, on est en train de se le rendre compte, et on en échange avec beaucoup de mairies, avec plusieurs mairies dans les Alpes et dans les Pyrénées, avec des superbes spots, mais une complexité qu'en fait on sous-estime si jamais on n'a pas les mains dans le cambouis un peu, quoi. Et donc voilà, donc c'est sûr que nous, si on organise une 4e course, on en organisera sans doute une 4e en France en 2024. Peut-être même une 5e si on va chercher une géographie et un type de course, enfin un type de terrain de jeu qui est totalement différent. Mais je pense que à terme on pourra en faire 5 peut-être en France. Peut-être 6, j'arrive pas trop à savoir, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que on commence déjà à rentrer en contact avec des fédérations étrangères pour pouvoir effectivement aller chercher d'autres marchés. On organise une course de triathlon de 24 heures et on est les seuls, que ce soit en France ou ailleurs. Donc moi je suis convaincu que c'est pas dans l'ADN des Français de vouloir faire un triathlon de 24 heures, et en fait c'est n'importe qui d'un peu sportif ou qui aime le concept, et donc je pense que des pays soit qui sont avec beaucoup de triathlètes où la culture du triathlon est très forte, comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, ou alors des pays où aussi tu peux avoir des beaux spots comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ou même la Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et voilà, donc Mais ça, c'est peut-être des éléments que vous pourriez voir aussi dans les stats qui remontent, parce que tu l'as dit, vous en faites un au Touquet, donc pas très loin de la Belgique. Quel est votre rapport entre le nombre de Français et le nombre de Belges qui viennent? Vous en faites un à Born-les-Mimosas, donc pas très loin de l'Italie, un petit peu plus éloigné de l'Espagne, mais pas si loin que ça non plus. Est-ce que vous avez beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens qui viennent, ou est-ce que, de manière générale, vos participants, c'est des Franco-Français? Bon, on parle pas de l'île de Ré, parce que là, pour le coup, je pense que l'île de Ré, c'est véritablement des Français, quoique il y a peut-être des étrangers qui sont attirés, mais je veux dire, il y a moins de facilité, c'est moins des territoires limitrophes avec d'autres pays. en fait pour l'instant on est encore très franco-français. Alors il y a des étrangers, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une vingtaine de Belges qui ont participé au Touquet. On a quelques Belges aussi qui participent à l'île de Ré. Et puis après on a 5 ou 6 personnes étrangères, donc surtout Suisse, Italie, qui participent à Born. Mais en fait on vient tout juste de lancer le concept. En France c'est encore pas très connu. Donc je pense que je pense que la visibilité et le bouche à oreille, il s'arrête quand même pas mal à la frontière, quoi, pour l'instant. Donc on verra. J'avoue, je sais pas trop. Et à terme, du coup, comment tu vois les choses? Tu te vois plutôt créer une franchise pour pouvoir développer parce que il y a un moment, tu vas avoir besoin de points de relais. Tu pourras pas être partout. D'autant plus que t'es quand même limité aussi. T'as quand même une saisonnalité qui est importante, c'est-à-dire que en hiver, ou alors tu me diras si tu comptes organiser quelque chose en hiver, mais ça me semble être plus compliqué. Ouais, tout à fait. En France métropolitaine, on a 4 mois où on peut organiser des courses. C'est mai, juin et septembre, octobre. Parce que juillet, août, c'est pas la peine dans la plupart des grandes villes ou des stations balnéaires, parce qu'on vise plutôt des stations balnéaires. C'est pas jouable. Et avant le mois de mai, partout en France, l'eau est un peu fraîche. Et à partir de fin octobre, pareil, on a le même problème. Et tu vois, un endroit comme le Touquet, finalement, on a que un week-end dans l'année où on peut le faire, parce que mai-juin, c'est trop froid. Et puis septembre, début octobre, ça peut le faire en termes de météo. Mais on a sur les 5-6 week-ends possibles entre fin août et début octobre, on a que un samedi possible. Généralement, statistiquement, en fonction des coefficients, des horaires de marée, des hauteurs d'eau, etc. Le Touquet, comme j'imagine que tu connais un petit peu, il y a quand même des fortes marées, et donc du coup, il faut tomber pile poil au bon moment bref, je vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais voilà, on n'a pas le choix, quoi. Donc là, on connaît déjà notre date pour 2024, et on fera notre calendrier autour de la course du Touquet, quoi. Okay. Donc c'est sûr que tu restes quand même assez limité en termes d'options. Et voilà. donc, si tu veux grandir à l'international, comment est-ce que toi tu vois les choses? Ça sera un système de franchise? T'as déjà réfléchi un petit peu à ça? Ouais, je pense que, en tout cas, on pourra pas organiser plusieurs événements par week-end, ou même 2 événements avec une semaine d'intervalle, c'est quasiment pas jouable.
Donc c'est sûr que nous, l'idéal, ça serait de s'appuyer sur des organisateurs étrangers, qui donc sous forme de franchise ou de licence, en fin de compte, organisent un T24. Donc justement en respectant la Bible du T24 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Donc ça c'est sûr qu'on veut se développer de cette manière-là. Peut-être qu'au début on accompagnera un peu dans l'organisation opérationnelle vraiment un premier événement pour tester. Voilà, s'il y a des étrangers qui nous écoutent, ça c'est sûr que c'est quelque chose. En ce moment, c'est pas forcément facile d'aller chercher des organisateurs qui sont intéressés par ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, donc voilà, le message est passé. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si ça vous intéresse. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est comme ça c'est comme ça qu'on veut se développer, parce que c'est que comme ça qu'on pourra se développer, on pourra pas faire différemment. On a un seul directeur de course, on a un seul responsable bénévole, etc. On a une équipe qui fonctionne hyper bien, on s'entend tous trop bien, mais voilà, on peut pas être à plusieurs endroits en même temps, quoi. Ok, très bien, très clair. Si tu devais donner un conseil à nos auditeurs, comment devenir triathlète, tu dirais quoi? Une très bonne question. Moi, de manière générale, que ce soit dans le triathlon ou de manière générale dans ma vie, je suis beaucoup mon instinct. Alors quand j'ai dû préparer l'Ironman ou l'Enduroman, j'ai dû quand même respecter un petit peu des plannings d'entraînement, forcément. Mais je fais de la natation quand j'ai envie de faire de la natation, du vélo quand j'ai envie de faire du vélo. Alors je pense que la plupart des triathlètes qui passent sur votre podcast vous disent pas du tout ça, et au contraire il faut être rigoureux, etc. Moi je suis beaucoup mon intuition, et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la passion plutôt qu'à la raison, et c'est ce qui m'a notamment poussé à faire ça de ma vie, et pas travailler dans un cabinet et avoir un CDI, etc. Donc voilà, moi de manière générale, je dis qu'il faut être passionné, et puis il faut faire les choses parce que ça a du sens pour nous, et voilà, c'est tout. Enfin, j'ai pas vraiment de conseils très techniques, parce que j'aime beaucoup l'endurance, mais je suis pas particulièrement bon ou rapide. Donc voilà. Et pour devenir un ultra triathlète de 24 heures, ce serait quoi la variante? Alors là, déjà, je peux un peu plus aider. Je pense qu'il faut là pour le coup il faut de la rigueur, il faut du temps, il faut une hygiène de vie et tout. Enfin, il y a beaucoup de conseils à donner. Nous là, depuis la semaine dernière, on a développé des plannings d'entraînement qu'on met à disposition de tous nos participants, parce qu'on s'est rendu compte que les plannings d'entraînement classiques, en fin de compte, sont pas du tout adaptés à notre format de course, que ce soit en relais ou en individuel, parce qu'en relais, l'air de rien, quand on est en relais par 6 par exemple, on fait du sport peut-être 7, 8, 9 fois dans le week-end, et entre chaque, il faut aussi gérer les moments de repos, quoi. Et donc c'est un peu particulier. Donc ceux qui participent, je leur conseille de vraiment suivre nos conseils, qu'on a pris du temps et tout à développer, avec les différents retours qu'on a eu. Comme je disais, on est très proche des participants. Et puis voilà, pour les individuels, c'est un peu particulier, parce que bon, faut pas se mentir, faut faire des heures et des heures et des heures d'entraînement pour en tout cas, si notre objectif c'est de quasiment pas s'arrêter pendant les 24 heures. Et voilà, en tout cas sur un T24, le conseil numéro 1, c'est prendre du plaisir, rencontrer des gens et faire la fête, quoi. C'est un peu ça qu'on essaie de mettre en place. C'est noté. Bah écoute, ça donne envie. Alors ça sera peut-être pas prévu, on va peut-être pas se l'improviser comme ça sur 2023, parce que c'était pas forcément dans le planning, mais en tout cas ça donne envie. Donc voilà, peut-être pour 2024, on verra. Et en tout cas, on suivra ça de très près. Oui, venez faire ça en relais par 2 où vous voulez. Oui, ou en relais, oui. C'est peut-être en préparation en relais, oui. Oui, j'avais en tête évidemment le solo, mais faut bien retenir que le T24, c'est il y a que 7% qui font le solo, et la grande majorité effectivement c'est des relais, donc ça peut être une bonne manière aussi de préparer un autre objectif, par exemple. Moi, je propose que pour 2024, l'année olympique, on envoie des équipes devenir triathlètes /Ohana sur les différentes implantations du T24. Ça pourrait être sympa, ça. Ah ouais, très bonne idée. Bah, vous êtes les bienvenus. Vous me direz. Et puis pour terminer, si on souhaite en savoir plus sur le triathlon, sur les dates, sur les lieux des épreuves, sur l'organisation, ou si on veut juste échanger avec toi, qu'on n'est pas encore un
triathlètes 24. Comment tu les appelles d'ailleurs, ceux qui ont fini cette épreuve? Comment est-ce qu'on fait? Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec vous? On les appelle les finishers du T24. On n'a pas trouvé de mot encore. Okay. Voilà, mais on trouvera peut-être si vous avez une idée, n'hésitez pas. Voilà. Et d'ailleurs, si pour effectivement nous contacter et avoir plus d'infos sur le T24, faut aller sur notre site, donc T24. Donc la lettre T 24 tiré du 6 Extreme Triathlon XTREM TRIATHLON.com ou alors sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook. Et puis n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages, on est très disponible. Dès que c'est un peu complexe les questions que vous nous posez, on vous appelle direct. Voilà, donc et puis voilà, on fait des offres en plus pour les clubs, les entreprises et tout en ce moment, donc profitez-en. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour nous avoir, comme disait Olivier, pour nous avoir mis la puce à l'oreille, nous avoir donné envie peut-être de nous lancer dans un défi fou. Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt. Yes, à la semaine prochaine. Salut Charles. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Salut Charles. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.